Bon ben, en fait, Rumpelstiltskin se souvient de tout, il est juste un petit peu maboule sur les bords parce que... Je sais pas trop pourquoi, en fait, pas le fait d'être contrôlé par la DAG, je veux dire, d'accord, je pense que ça peut l'énerver un petit peu, mais pourquoi il est fou exactement? Pourquoi il est un petit peu... il n'arrive pas à être très sain d'esprit, tout court, je ne sais pas pour l'instant, c'est pas clair. J'espère qu'ils compléteront bien cette espèce de trou dans l'histoire. Sinon, ouais, l'histoire d'aujourd'hui est centrée davantage sur le prince charmant, celle de l'épisode précédent était centrée davantage sur Regina. Alors dans le flashback d'il y a un an, déjà je suis un peu déçu de voir qu'il continue pas la dynamique. Ouais, on est en guerre contre la méchante sorcière, on est sur le qui-vive, etc., etc. Bon, ils vivent tous leur petite vie au château, sans, bon, en étant un peu soucieux des attaques que pourrait faire la sorcière, mais ils sont cool, pépère, quoi. Ils préparent rien pour la contre-attaque, etc., etc. On voit même rapidement Regina qui assiste à une soirée à la fin du flashback, comme si de rien n'était. Je veux dire, j'espère que ce sera attrapé, ça, mais punaise, le truc était intéressant, là, c'est qu'il y avait une espèce de guerre qui s'était lancée entre les deux camps et que Regina était vraiment sur le qui-vive et elle devait trouver de nouveaux moyens de détruire ce nouvel adversaire qui lui redonnait une espèce de raison un peu malsaine de vivre. Et voilà, donc tout le monde vit sa vie pépère, hein, là-dedans. Bon, pépère entre guillemets, bien entendu, mais voilà. Donc le prince charmant a un cauchemar sur le fait qu'il a raté son rôle de père avec Emma parce que bon, il a pas pu être là pour elle. C'est assez bien fichu comme rêve niveau émotion et c'est un moment assez fort j'ai trouvé et c'est juste à ce moment-là qu'il apprend que Blanche-Neige attend un enfant. Je reste dans la supposition que c'est pas impossible du tout qu'il ne soit pas de lui l'enfant. Je reste vraiment dans cette supposition-là. Et à cause de ce qu'il a raté avant, il a vraiment peur, le prince charmant, par rapport au fait qu'il puisse pas assumer son rôle de père très bien et qu'il se montre pas à la hauteur. Voilà, Robin des Bois lui parle d'une espèce de plante magique quelque part dans la forêt de Sherwood qui aurait le pouvoir de chasser les peurs. Et le prince charmant qui veut pas être un poids, qui veut pas être pris dans sa peur, décide d'y aller. Il trouve cette espèce de plante magique bizarroïde, mais est alerté par un cri qui provient d'une haute tour, d'où descend une longue tresse de cheveux. Et quand je dis longue, putain, c'est longue, quoi. Même réponse du dessin animé, quoi. C'est de la gnognotte à côté de ça, quoi. Ça remplissait quasiment toute la pièce, là, sa tresse de cheveux. C'était quoi ce délire? Donc ouais, il grimpe la chevelure, il découvre que réponse est là, qu'elle a pris la fleur en question, la plante que le prince charmant voulait prendre, et que depuis elle est persécutée dans le coin par une espèce de sorcière qui l'empêche de partir. Voilà, donc comment elle s'est retrouvée dans cette tour? Est-ce qu'elle avait déjà les cheveux longs avant? Comment elle a grimpé en fait? Je sais pas, c'est expliqué ça. Je pense pas que ce sera expliqué ça, donc ouais. Et comment se fait-il que ses cheveux aient poussé et soient devenus aussi longs en si peu de temps? Oui, parce que voilà quoi, mais en partant du principe que elle était ado ou jeune enfant quand c'est arrivé, quoi, ce genre de chevelure aussi longue, c'est clairement de la magie, quoi. C'est pas autre chose. Et ça a pas l'air de considérer ça comme un truc magique. C'est ça que je trouve bizarre. Ouais, d'autant plus qu'on sent que c'est un personnage one shot, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'elle réapparaîtra, réponse, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait un rôle un tant soit peu important à un moment donné, quoi. Donc ouais, c'est un peu bizarre. C'est histoire de dire ah tiens on va caser ce compte-là puisqu'on l'a pas encore casé. Merci. Je veux dire, vous auriez viré la chevelure et auriez trouvé un autre moyen de mettre en place cette espèce de montée de la tour. Ça aurait été la même chose, hein, sincèrement.
Enfin bon, au moment où David veut l'emmener loin d'ici pour la sauver, la sorcière apparaît et David essaye de se coller à elle, mais découvre qu'elle a des pouvoirs magiques assez importants et que, au final, cette fameuse sorcière n'est en fait qu'une projection de réponse, c'est-à-dire sa peur qui se manifeste de façon assez crue et la seule façon de la battre vraiment, c'est d'affronter ses peurs et de les surmonter. Voilà. Ce que Réponse arrive à faire au bout d'un moment de façon un peu facile, je trouve. Genre, j'en sais rien, c'est parce que le prince charmant va vivre la même chose dans le présent simultanément et honnêtement avec le prince charmant c'est 100 fois mieux fait qu'avec Réponse parce que la seule chose qu'elle fait en fait vraiment pour affronter ses peurs c'est juste elle voit elle voit donc sa copie d'elle-même qui commence à grimper ses cheveux et décide de couper sa tresse. Sachant que vu ce qui reste dans dans la tour, elle a encore moyen de faire plusieurs fois la descente avec ça. Mais voilà, elle coupe sa tresse, ce qui fait tomber sa copie d'elle-même, la représentation de sa peur, et qui apparemment ça veut dire qu'elle l'a surmontée, quoi. Parce que ouais, elle disparaît dans une fumée, et puis voilà. Ouais, je suis pas super convaincu. Bon, on apprend aussi rapidement, elle nous raconte sa vie, mais honnêtement, je m'en fous royalement. Quoi. Son frère est mort à cause d'elle parce qu'elle a été imprudente. Elle a eu peur, elle voulait pas retourner chez elle, mais au final, elle va retourner auprès de ses parents pour devenir reine un jour. Ok, super, c'est pas sensationnel comme histoire, et comme je dis, on sent que ça va pas aller plus loin que ça dans la suite, donc... Et suite à ça, le prince charmant n'a pas besoin de prendre la plante à son tour et se confesse à Blanche-Neige en lui disant que ouais, j'ai peur de ne pas être un bon père, mais c'est bon, on va y arriver ensemble, etc. etc. Voilà, c'est pas trop mal comme flashback, disons que disons que ça casse un petit peu l'élan qui était instauré les deux premiers flashbacks qu'on avait vus. Voilà, c'est-à-dire que ouais, ça lançait une espèce de conflit avec un grand ennemi, la méchante sorcière, puis là c'est le prince charmant qui a des doutes. D'accord, c'est en lien avec le fait que Blanche-Neige apprend qu'elle est enceinte, donc ça fait un peu progresser les choses, mais quand même, je trouve que c'est pas sensationnel. Et honnêtement, j'ai aucun c'est pas un truc que je vais déplorer par rapport au personnage du prince charmant. À nouveau, j'adore le personnage du prince charmant et et son dilemme, ses craintes sont très bien interprétés, très bien montrés. C'est juste que par rapport à ce qui a été montré avant, en termes de progression d'histoire, c'est pas sensationnel. Ça fait pas grimper au rideau, quoi. Mais bon, ça se regarde et c'était pas mal. Dans notre présent, Emma, Killian et David partent à la recherche d'indices sur le lieu du crime, c'est-à-dire le lieu où la méchante sorcière a appliqué la fausse potion de Regina, pendant que Regina s'occupe d'Henry, surveille Henry, et David découvre des traces de baies qui ne se trouvent qu'à un endroit précis, enfin qu'à une forêt précise de la ville, pratique, et... et il décide d'y aller. Seulement à ce moment-là, David reçoit un coup de fil de la part de Blanche-Neige qui lui parle de leur nouvelle sage-femme qui est donc la méchante sorcière dissimulée. Je sais qu'elle a un nom, j'ai entendu genre deux, trois fois et c'est un peu complexe, j'arrive pas à m'en souvenir selon moi. J'essaierai de m'en souvenir avant la fin de la saison quand même. Donc ouais, il est un peu réticent par rapport à l'urgence. David décide quand même d'aller à la réunion pour discuter avec leur nouvelle sage-femme. Et, euh, et il essaye de cacher sa peur de ne pas réussir en tant que père, même si ça se voit clairement à ce niveau-là. Je trouve ça assez dingue que Blanche-Neige l'ait pas poursuivi ça. On sent elle a l'air tellement contente d'avoir sa femme qu'elle fait pas super attention à ce que David dit. C'est un petit peu dommage pour le personnage, mais j'imagine que par rapport à la situation qu'elle a, le fait que tout aille aussi vite dans sa vie, c'est tout à fait compréhensible. Donc ouais, elle arrive à se montrer un petit peu, à, à se prouver légèrement digne de confiance à leurs yeux en tant que sage-femme, même si bon, je sens clairement que c'est pour piquer l'enfant de Blanche-Neige. Là maintenant, je suis, avant c'était juste une petite... c'est une petite intuition rapide. Là, je suis sûr à 75% que l'enfant n'est pas de David et qu'elle va vouloir lui voler cet enfant à Blanche-Neige, la méchante sorcière.
Ça fait temps, je me trompe peut-être, mais voilà, pendant leur conversation, la méchante sorcière a versé donc la plante, la fameuse plante qui est censée vous faire affronter vos peurs dans le verre de David. Et alors qu'il part après cette petite réunion, cette petite rencontre, alors qu'il part retrouver Emma et Killian Jones, il se confronte donc la représentation de ses peurs. Au début, il croit que c'est la méchante sorcière, c'est pour ça qu'il va rameuter un petit peu Killian et Emma là-dedans, mais au final, c'était la représentation de sa peur. Il y a un moment très fort, à nouveau, hein, comme je dis, hein, le truc avec réponse était très faiblard comparé à celui-là, c'est-à-dire que au départ, il est un peu surpris de voir que c'est lui, parce que, à nouveau, hein, il a oublié cette dernière année, donc toute l'histoire avec réponse, c'est plus du tout dans sa tête. Et où il y a déjà un petit combat assez fortiche, et où au final, il finit par admettre ses peurs et à les surmonter. Et juste après ça, grâce au bout d'épée qu'il a utilisé pour transpercer la représentation de sa peur, il arrive à s'en débarrasser, à la faire disparaître. Mais juste après ça, le manche de son épée disparaît aussi. C'est assez bizarre. Comment cela se fait? Eh bien, Regina explique que c'est un coup de la méchante sorcière qui a voulu prendre cette espèce d'objet qui a été imprégné du courage dont a fait preuve le prince charmant, et donc ça va être un outil magique intéressant, important à utiliser plus tard. Hein. J'imagine, hein, je vois pas pourquoi elle aurait fait tout ce pataquès, tout ce truc-là pour rien du tout. Donc j'espère que ce sera intéressant, la façon dont ce sera utilisé ça. Peut-être que ce sera comme avec Rumpelstiltskin dans la saison 1, où il devra regrouper énormément d'ingrédients, de petits trucs qui se mettront en place. Et j'espère que ça se mettra en place de façon un peu plus satisfaisante que dans la saison 1 avec Rumpelstiltskin. Sur certains points, hein, pas sur tous, hein, il y a des points qui étaient très bien amenés, il y a certains points qui étaient un petit peu discutables. Mais bon, avant ça, Killian et Emma avaient découvert la cabane de la méchante sorcière, ainsi que l'abri anti-tempête. Il me semble qu'il y avait une histoire d'abri anti-tempête dans le Magicien d'Oz avant que Dorothy soit emportée par une tornade, si je me souviens bien. Donc j'imagine que c'est une référence. Donc à l'abri anti-tempête qui semble renfermer quelque chose. Mais bon, Killian et Emma se disent, ouais, à nous deux, ça va pas être forcément... c'est pas forcément judicieux de s'y rendre comme ça, donc on va appeler Regina. Seulement, avant d'appeler Regina, ils ont l'appel de David qui les concerne, là, qui les inquiète un petit peu. C'est pour ça qu'ils quittent l'endroit pendant un petit moment. Et le temps qu'ils reviennent avec David et Regina, et ça a été cassé. On a déplacé pas mal de trucs, dont Rumpelstiltskin, qui n'est plus là. Mais étant donné que je comprends pas pourquoi en fait elle a emmené donc Rumpelstiltskin loin de là, la méchante sorcière, mais elle a laissé son rouet ainsi qu'un brin de paille transformé en or. Je veux dire, c'est dingue ce serait dingue de pas voir ça, donc j'imagine que c'était fait exprès, et je vois pas vraiment ce qu'elle aurait à gagner à faire savoir, à laisser savoir aux autres que Rumpelstiltskin est en vie. Voilà, donc je me pose cette question-là, qu'est-ce que ça va lui apporter? J'espère que ça va être intéressant, ça, que ce sera pas juste, bon, j'ai été stupide, j'ai pas fait gaffe, et que ce sera un petit peu mieux que ça. Voilà, cet épisode enchaîne l'histoire de façon pas trop mal. C'était un dilemme psychologique assez intéressant autour du prince charmant. À nouveau, j'adore ce personnage. Et on sent aussi que dans sa peur et le fait qu'il ne veut pas se confier pour ne pas passer pour un poids, en fait, quelqu'un qui gêne une gêne, et il veut pas passer pour une gêne, en fait, ça illustre à nouveau la personnalité que j'aime beaucoup chez le personnage. Donc c'était clairement bien fait à ce niveau-là. Il y a eu quelques interactions intéressantes aussi, plutôt sympathiques. Une interaction entre Regina et Henry qui ne sait toujours pas ce qui se passe, c'est-à-dire il pense que c'est une ville normale, où Henry dit qu'il serait pas contre avoir plusieurs couverts à table, que depuis tout ce temps, avoir seulement 2 couverts, c'est un petit peu morne pour lui.
Voilà, c'est assez joli dans la façon dont c'est présenté. Regina qui réagit en lui disant que rassure-toi, je pense que dans un futur proche, tu auras plusieurs couverts à table. Voilà, c'est très beau ça aussi. Il y a eu aussi une interaction entre Kylian et Emma qui était plutôt pas mal sur le fait que Emma a eu le cœur brisé par rapport à Walsh, le singe volant qui s'était fait passer pour son amoureux avant. Et où Kylian lui dit si t'as le cœur brisé, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il me fonctionne encore. Donc c'est pas mal là-dessus. On sent à nouveau que Kylian en pince pour elle et essaye de rester noble sans vouloir trop la forcer. C'est plutôt mignon à ce niveau-là. Et à nouveau, je suis sûr que quand Bellfire reviendra, parce qu'il reviendra Bellfire, ça va à nouveau amener des complications et j'espère que ce sera bien géré. Concernant la méchante sorcière, pour l'instant, je ne trouve pas qu'elle soit sensationnelle en soi. Elle se regarde, elle est pas mal, mais elle me fait pas. Elle me fait pas un effet très énorme ou quoi que ce soit. J'espère que ses motivations seront un petit peu plus, soit mieux illustrées, soit développées et complexifiées un petit peu parce que pour l'instant ses motivations c'est juste la vengeance, je veux le pouvoir, alors que on n'a jamais vu quelque chose de grand en moi avant, un truc comme ça, quoi. Ouais, quoi. Bah, j'ai vu 100 fois mieux à ce niveau-là. Un petit truc quand même par rapport à ça, oui, parce que tant que j'y pense, j'ai oublié de le dire, ça. C'est que, ouais, je suis soulagé de voir qu'il soit pas parti sur la route Rumpelstiltskin et le père de la méchante sorcière. Ça, ils l'ont bien précisé à un moment donné. À un moment donné, elle parle de son père qu'il a traité très mal. Et donc c'était clair et net, alors qu'elle parlait pas de Rumpelstiltskin à ce moment-là. Ou alors c'était vachement maladroit. Hein. Si après ça, il s'avère que Rumpelstiltskin est son père, pour moi ça me posera un gros problème par rapport à ce qui était dit dans cet épisode. Hein. Mais voilà, c'est... Bon, déjà je trouve ça m'a soulagé un petit peu de voir qu'ils sont pas partis dans les 50 000 liens, etc. etc. Ça m'aurait gonflé ça. Quoi qu'il en soit, oui, c'est un épisode bien, ça, qui, qui ralentit un petit peu le rythme de l'intrigue de cette demi-saison, mais qui suit quand même, et j'attends encore de voir la suite. À très bientôt, au revoir.